Monsieur l'ambassadeur de Belgique en France, Monsieur le recteur de Paris, Monsieur le directeur du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame la présidente du Conseil d'évaluation de l'école, Monsieur le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, Madame la présidente de l'Université de Paris, Madame la ministre, Madame les recteurs, Monsieur le chancelier, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers amis et chères familles de notre regretté Lucien Israël, chers amis et familles de Monsieur Olivier Houdet, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Je suis heureux de vous accueillir sur cette coupole, en ce lundi 4 octobre 2021, après 2 ans et 2 essais infructueux, à tenir tête à cette pandémie de la Covid pour recevoir en ces murs notre confrère Olivier Houdet et célébrer la mémoire de notre cher Lucien Israël, mon confrère médecin. J'ajouterai simplement que je suis particulièrement heureux de d'ouvrir cette cérémonie pour la remise de l'épée de mon ami Olivier Houdet, administrateur de l'Institut universitaire de France. Elle formalise son élection en 2018 dans notre Académie des sciences morales et politiques. Elle couronne les qualités éminentes de chercheur et de découvreur d'Olivier Houdet sur la physiologie cérébrale et notamment le système d'inhibition. Monsieur le secrétaire perpétuel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Madame le Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur de cabinet, Monsieur le Recteur de Paris, Mesdames les Recteurs, mes chères consoeurs, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs. Nous commémorons cette année la mort de Napoléon. Et il y a quelques mois, sous cette coupole, notre chancelier et notre confrère Jean Tullard ont précédé notre protecteur, le président de la République, pour tenir au sujet de l'empereur des propos frappés de pertinence à propos de son passage fulgurant dans l'histoire. L'empereur et statufié ont tenu de sacre derrière moi, dans ce qui fut la chapelle du Collège des 4 Nations. Je préfère ne pas croiser son regard en ce jour, puisque Olivier Houdet, que nous accueillons aujourd'hui, a été conçu et a passé ses 20 premières années Horresco référence à Waterloo, à 2 pas de la butte du Lion et du musée Wellington. Alors, ce n'est pas la raison pour laquelle il prend place parmi nous, mais nous tenons là notre petite vengeance vis-à-vis de celui qui osa supprimer en 1803 la classe des sciences morales et politiques, composée selon lui d'idéologues, de rêveurs, de phraseurs, de métaphysiciens bons à jeter à l'eau, tout qualificatif qui ne convienne nullement à notre nouveau confrère. Heureusement, Guizot vint et, en 1832, nous rétablit comme une académie à part entière, au sein de laquelle il n'avait toutefois pas prévu de section consacrée à la psychologie. Il est vrai que celle-ci était encore balbutiante en ces temps héroïques. Tu es désormais, cher Olivier, son seul représentant au sein de notre compagnie, mais non pas le premier, puisque l'un des membres fondateurs de la classe des sciences morales et politiques au sein de l'Institut de France en 1795 fut le médecin physiologiste et philosophe Georges Cabanis, qui écrivait que la psychologie est aussi nécessaire aux moralistes qu'aux médecins, car le cerveau est un homme intérieur qui habite l'homme extérieur dans ses comportements et ses affections. Certes, la psychologie telle que tu la pratiques s'intéresse à la mécanique du cerveau, mais aussi et peut-être surtout à la liberté, qui s'acquiert par l'éducation. De 1899 à 1916, le 8e fauteuil de la section de philosophie fut occupé par Théodule Ribot, fondateur de la psychologie expérimentale en France, pour qui avait été créée en 1889 une chaire au Collège de France portant cet intitulé. De 1913 à 1948, le 5e fauteuil avait quant à lui été occupé par Pierre Janet, philosophe, médecin et psychologue, inventeur du subconscient.
Ce n'est pas non plus la première fois que les sections de philosophie s'ouvrent à une discipline sœur, puisque ton prédécesseur immédiat, dont tu nous retraceras la vie et l'œuvre dans un moment, était Lucien Israël, médecin et cancérologue. Il se passionnait comme toi pour le cerveau et pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les enfants, ce qui l'avait conduit à condamner la funeste méthode globale. Il y a dans cette noble et vaste assistance des collègues, des élèves, des amis d'Olivier Houdet qui le connaissent bien et avec qui il travaille dans l'allégresse depuis des années. Mais beaucoup d'entre vous, mes chers consoeurs et mes chers confrères, le découvrent depuis son élection qui remonte maintenant à presque 3 ans. Comme il a souhaité respecter presque sans entorse le délai de silence jusqu'à maintenant, il demeure encore un petit peu mystérieux pour vous. Il m'appartient aujourd'hui, après l'avoir fait parler en privé, ce qui n'est pas trop difficile, et d'avoir fait parler certains de ses proches, ce qui ne l'est pas non plus, de vous donner quelques clés afin que vous compreniez mieux quels singuliers confrères nous avons élus au sein de notre compagnie. Ribot avait consacré sa thèse à l'hérédité. Les auteurs de tes jours, que j'ai le plaisir à saluer ici, mon cher Olivier, ne sont en aucune manière liés au choix de la discipline que tu pratiques. Mais ils t'ont permis de rencontrer des éducateurs de qualité, comme il en existait et il en existe encore dans l'enseignement primaire. En l'occurrence, c'était l'enseignement primaire catholique belge, mais il en existe en France aussi. Ceux-ci devaient être assez talentueux pour que tu aies eu envie de les imiter et d'embrasser la carrière d'instituteur. Ils t'ont donné très tôt la passion de la pédagogie. Tu as traduit ta reconnaissance envers tes maîtres dans 2 tableaux impressionnants, dont l'un orne ton bureau. Les voici projetés sur vos écrans. Tu étais adolescent lorsque tu les as peints. Le second, qui figure un maître d'école et ses élèves, trahit ta belgitude. Il utilise la technique en glacis des primitifs flamands et s'inspire d'un tableau du XVIIe siècle d'Adriaan van Ostade, aujourd'hui exposé au Louvre. Un troisième est prémonitoire. Il figure des chouettes, des oiseaux qui symbolisent la sagesse et la vision claire dans la nuit de l'ignorance. La chouette accompagne Athéna et Minerve, les déesses tutélaires de notre Parlement des savants. Certains la souhaiteraient comme symbole de notre Académie. Nous en débattrons. Elle se mesurera à un coq, notre actuel symbole, un oiseau de lumière, de vaillance et d'éclat. Outre un goût prononcé pour le dessin et la peinture, j'aimerais évoquer un autre éblouissement de ton adolescence, ta rencontre avec Paris. À l'âge de 14 ans, tu prends le train, tout seul, et viens visiter Paris. Tu gravis les tours de Notre-Dame et te dis à toi-même que tu viendras à coup sûr habiter dans cette ville que tu contemples. 2 jours avant ta naissance, John Kennedy avait dit « Ich bin ein Berliner » et toi tu murmures une prophétie autoréalisatrice « Je serai un Parisien ». Tu aperçois forcément à quelques centaines de mètres de là l'angle nord-ouest du massif bâtiment de la Sorbonne d'Henri-Paul Nénaud, là où tu seras installé plus tard, et peut-être même vers l'ouest, la coupole de l'Institut. La scène, vous en conviendrez, fait immanquablement penser à la fin du Père Goriot de Balzac. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel et dit ces mots grandioses « À nous deux, maintenant ». Ruche bourdonnante, l'expression convient bien à ton laboratoire, qui concentre une si forte densité de matière grise au centimètre cube. Celle de la 50aine de chercheurs de ton équipe, tous aussi performants que joyeux, celle des enfants qui viennent prêter leur cerveau à la science. Elle convient bien aussi à notre coupole, singulièrement aujourd'hui. En tout cas, le mal français t'a contaminé ce jour-là et tu prendras plus tard notre nationalité. À 18 ans, le baccalauréat en poche, tu entres comme élève instituteur à Bruxelles, au sein de l'école normale Saint-Thomas, devenue aujourd'hui la Haute École Galilée. 2 patronages qui prédestinent la rigueur intellectuelle, à l'innovation, à l'audace et à la primauté de l'esprit sur la matière.
On peut lire dans le projet actuel de cet établissement que ses objectifs sont, je cite, « la libération des conformismes, l'ouverture à la vie intérieure, le sens du pardon, l'accueil des pauvres, des blessés de la vie et des marginalisés de la société », et que la référence à Galilée est à la fois celle de l'homme Galilée, symbole de la Renaissance, du savoir victorieux de l'obscurantisme, de la prise en compte des rapports de force sans abdication de l'esprit, et pour ces mauvais, mais elle est en même temps celle de la Galilée, berceau du christianisme. Au cours des 2 années qui suivent, tu te passionnes pour la transmission des savoirs en français, je veux dire en langue française, en mathématiques, en histoire, en géographie, mais oui, mais aussi dans un domaine où, je l'ai dit, tu excelles depuis l'enfance, le dessin, car la beauté aide puissamment à éveiller l'intelligence. Ce que tu as écrit dans un article récent intitulé « Le cerveau doit rencontrer le beau à l'école ». Tu es même tenté par le métier d'illustrateur de livres pour enfants. Mais c'est à ce moment que tu découvres avec ravissement le livre de Jean Piaget qui vient de mourir, « La formation du symbole chez l'enfant ». Comme tu l'as écrit, c'est un choc, une révélation. Et tu découvres, en même temps que la pratique pédagogique auprès des enfants, que l'intelligence de ces derniers peut faire l'objet d'analyses scientifiques expérimentales. On est à la veille de l'explosion de l'intelligence artificielle, que tu suivras désormais de près, mais en ayant compris auparavant que le cerveau humain possède des capacités immenses de perspicacité, de fulgurance et surtout de liberté. Une petite méditation au pied de l'Himalaya sur les pas de l'éveillé, sans que tu atteignes le nirvana qui présente l'inconvénient d'éteindre le feu des passions, et ta décision est prise. Tu seras psychologue de l'enfant. Et tu entames donc un parcours académique éclair, tout en enseignant aux bambins ce qui nourrit ta réflexion. D'abord à l'université de Mons, puis à la Sorbonne, où tu passes ton doctorat à 28 ans en 1991. Ta thèse s'intitule « Le contigu, le substituable et le nécessaire, étude développementale de la catégorisation ». Derrière l'obscure clarté poétique de ce titre se cache une petite révolution post-piagétienne. Tu as lu Daniel Kahneman, un psychologue américano-israélien qui a démontré dès 1982 que nous formulons encore à l'âge adulte des jugements erronés du fait d'intuitions trop rapides. Il obtiendra pour cela le prix Nobel d'économie en 2002. Tu découvres à la suite de centaines d'observations chez les enfants que le passage du stade intuitif de catégorisation au stade logique d'inclusion, que Piaget place vers 7 ans, n'existe pas dans la réalité. Tu remets ainsi en cause le structuralisme du maître qui croyait en des stades comparables à des marches d'escalier, alors que le développement de l'intelligence s'effectue de manière dynamique et non linéaire. Tu découvres l'inhibition cognitive, qui remet en cause la logique algorithmique, et que la fascination de Piaget pour la mesure quantitative de l'intelligence occultait la sphère affective. Il fut sans doute un géant, mais tu es monté sur ses épaules, selon la célèbre formule de Bernard de Chartres au XIIe siècle, reprise par Newton, « Si j'ai vu plus loin, c'est en montant sur les épaules des géants ». Qu'il est plaisant de comprendre que l'intelligence humaine est très souvent illogique et qu'à tout âge coexistent des intuitions, des stratégies logiques et de l'inhibition, le maître mot de tes travaux, qui se développent dans le cortex préfrontal. C'est ce qu'exprime le concept de versatilité cognitive, qui est une règle de fonctionnement du mental de tout individu, quel que soit son âge. Toute notre vie, notre cerveau est illogique, victime d'illusions visuelles et cognitives. Comme tu l'écris, il existe des compétences précoces et des incompréhensions tardives. Nous sommes toujours tentés par des conclusions hâtives et paresseuses, alors que nous disposons d'une formidable capacité à les dépasser, à les inhiber, en faisant fonctionner nos circuits longs,
Cela rend très modeste de s'en rendre compte. Cette capacité d'adaptation, comme André Gide définissait l'intelligence, ce que tu appelles capacité d'inhibition, n'est-elle pas le signe de la souveraine liberté humaine par rapport à la vision mécanique des modèles qui ont tant séduit les sciences de l'homme dans la deuxième moitié du XXe siècle? Elles ont abouti à des idéologies, à des certitudes figées et des décisions de tous ordres, économiques, politiques, juridiques ou pédagogiques, simplistes, parfaitement inadaptées à la réalité et souvent perverses. Qu'il est rassurant aussi de comprendre que malgré la rapidité de son fonctionnement, l'intelligence artificielle n'est pas près d'égaler les performances des 80 milliards de neurones de notre cerveau qui commandent à 1 million de milliards de connexions. 1000 fois plus, autre clin d'œil à ta belgitude, que les 1000 millions de mille sabords, le juron préféré du capitaine Haddock. De plus, il arrive que les outils les plus performants de l'intelligence artificielle dérapent, qu'ils deviennent totalement fous, et qu'à côté d'eux, le Big Brother d'Orwell soit un gentil camarade de jeu. Nous n'obéissons pas aux mathématiques, puisqu'ils sont un produit du génie humain. Soyons certains qu'à la différence de Pinocchio, jamais les marionnettes que sont nos outils d'intelligence artificielle ne deviendront de bons petits garçons. Ne leur faisons qu'une confiance limitée, car comme le héros de Carlo Collodi, ils sont trop menteurs. Ton mémoire d'habilitation, soutenu 3 ans plus tard, conforte la découverte que tu viens d'effectuer. Il s'intitule « Rationalité, développement et inhibition, un nouveau cadre d'analyse ». Au-delà de la compréhension toujours plus fine du fonctionnement du cerveau, tu n'abandonnes pas la pédagogie, qui est ton cœur de métier, et tu écris que l'éducation du cortex préfrontal correspond à l'esprit critique et de tolérance que la jeunesse doit cultiver pour l'école contre la terreur. On mesure toutes les implications de cette conviction dans le monde scolaire d'aujourd'hui, souvent aussi violent qu'irrationnel. Il est essentiel de faire comprendre aux professeurs des écoles, des collèges et des lycées, voire des universités, où l'on assiste à une montée inquiétante de l'irrespect d'autrui, du sectarisme et du prêt à penser, voire de la pensée magique, dont le wokisme est un pitoyable avatar. Et ce n'est rien par rapport au bourrage de crâne dont font l'objet les enfants soldats de Daesh ou de Boko Haram. C'est animé de cette conviction que tu as écrit en 2017 un livre intitulé « Apprendre à résister pour l'école contre la terreur ». L'humanité est décidément depuis l'origine capable du meilleur comme du pire. Une bonne connaissance de l'immense et nouveau champ de la connaissance que toi et tes collègues avez ouvert pourrait aussi offrir de belles perspectives aux praticiens que sont les psychothérapeutes ou les psychanalystes, en les rendant moins arrogants et prométhéens, plus utiles à leurs patients, qui deviendraient ainsi mieux et plus vite maîtres d'eux-mêmes. Tu défends l'idée selon laquelle la psychologie, qui s'appuie sur les neurosciences, peut nous aider à construire une nouvelle éthique, mieux informée des biais humains, de notre irrationalité perfectible et qui permette d'inhiber la violence. Ainsi pourrait se développer dans le prolongement de tes recherches une sorte de morale cognitive qui est un champ pluri- ou interdisciplinaire passionnant pour notre académie. Ton impeccable et peu habituel parcours académique que je viens d'évoquer est un bel exemple de la place que peut et doit tenir en France le mérite, pour peu que les Français, et singulièrement les professionnels de l'éducation, y croient encore. Il t'a permis de devenir professeur en 1995 à 32 ans et 3 ans plus tard de diriger l'institution historique de ta discipline, le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, l'APSIDE, de l'université Paris-Descartes, laquelle est devenue depuis peu, par mariage et non sans une certaine audace, Madame la Présidente, Université de Paris. C'est là où œuvrèrent, au tournant du XXe siècle, Alfred Binet, l'inventeur de l'échelle métrique de l'intelligence, ancêtre du QI, et Henri Pierron, son successeur, l'un des maîtres fondateurs
de la psychologie scientifique. Tu l'animeras pendant 2 décennies et n'abandonneras la direction à ton élève Grégoire Borst, lauréat de notre Académie, que pour devenir, il y a un peu plus de 3 ans, administrateur de l'Institut universitaire de France. Cette invention française permet aux meilleurs chercheurs de l'université de consacrer davantage de temps à la recherche et de bénéficier de moyens accrus sans pour autant être coupés de la transmission aux jeunes étudiants, comme c'est le cas dans un certain nombre d'autres institutions de recherche. Tu connais bien l'IUF, puisque tu en avais été membre senior à partir de 2007, après en avoir été membre junior en 1997. Position dont tu avais profité non pas pour te reposer sur tes lauriers, mais pour t'inscrire en master de neurosciences à Lyon. Tu t'y étais perfectionné en biologie humaine et en imagerie cérébrale, des techniques indispensables à la transformation de tes intuitions en certitudes et qui renvoient à ton goût pour les images. La tomographie par émission de positrons, TEP, et l'imagerie par résonance magnétique et fonctionnelle, IRMF, cette dernière technique étant non invasive et facile à utiliser avec des enfants. Tu découvres ainsi dans le fameux test des jetons de Piaget, qu'on va peut-être projeter si vous l'avez oublié, quelles sont les parties du cerveau de l'enfant qui travaillent et qui lui permettent de trouver la bonne réponse en 150 millisecondes. Les enfants se passionnent pour les exercices pratiqués en IRM, pour peu qu'on leur explique ce qu'ils révèlent du fonctionnement de leur cerveau, qu'ils prêtent alors avec fierté à la science. Tes proches témoignent du soin pédagogique que tu apportes aux préliminaires des expériences que les enfants considèrent plus comme un jeu que pour un examen médical anxiogène. L'enfant doit apprendre à inhiber l'intuition ou l'heuristique, qui lui fait croire que longueur égale nombre, comme vous le voyez sur ces célèbres dessins, pour activer l'algorithme lent et analytique du comptage. L'erreur n'est pas due à un défaut de logique, comme le croit Piaget, mais d'inhibition de la part de l'enfant. Et cela s'éduque, ce que l'école ne fait sans doute pas assez. Il faut apprendre aux enfants, de même qu'aux adultes, le regret, le doute, la curiosité, afin de leur éviter trop de déceptions et de désillusions, également trop de déconsidération pour eux-mêmes. Tu recommandes donc aux programmateurs informatiques de coder l'inhibition préfrontale dans les ordinateurs, vaste chantier. Tu deviens ainsi un neuroscientifique humaniste et pragmatique qui a fait reculer les limites de la connaissance du cerveau des enfants et de leur psychologie, et au-delà, celui et celle des adultes. De plus, avec la complicité de ta collègue et grande amie Arlette Pinault, que je salue, et de plusieurs de tes élèves, tu développes ces méthodes dans d'autres laboratoires de psychologie, en particulier celui de Caen, où tu as bénéficié du soutien du recteur de l'Académie à cette époque, notre amie commune Micheline Othia, que je salue aussi, une géographe ouverte sur le monde des sciences expérimentales. L'IRMF te permet de comprendre que la géographie du cerveau, sa dynamique, et de comprendre la géographie du cerveau et sa dynamique et de mesurer la vitesse des flux qui y circulent d'un territoire à l'autre. Celle-ci s'établit à environ 100 mètres par seconde, à peu près celle d'un TGV. Ce n'est rien par rapport à la lumière, 300 000 km par seconde, qui est celle des ordinateurs. C'est 3 millions de fois plus, mais cela ne les rend pas, loin de là, 3 millions de fois plus intelligents. La tortue est infiniment plus douée que le lièvre pour arriver à ses fins. Comme le dit Jean-Pierre Changeux, les complexes rouages électroniques des superordinateurs ne sont jamais que de la ferraille. Je dois faire un aveu. Je craignais de ne pas parvenir à résumer tes travaux et tes idées, tant mon ignorance du cerveau et de son fonctionnement est abyssale. En dehors des recettes qui permettent de le cuisiner lorsqu'il provient d'un agneau ou d'un veau. Il change alors de genre et devient cervelle, qui, poché au beurre fondu en persillade ou sauté à la grenobloise, est un pur délice. Sans vouloir abuser de cette parenthèse gastronomique, je rappellerai que nos ancêtres du Paléolithique, comme nos congénères cannibales, qui peuplaient encore maintes régions de la planète il n'y a pas si longtemps, s'intéressaient déjà de très près au cerveau de leurs proches,
puisqu'il s'en délectait et le considérait, avec la moelle, comme un morceau de grand choix. J'ignore en revanche s'ils avaient une préférence pour le cortex préfrontal, mais sans doute ça fera l'objet de recherches à venir. En me plongeant dans ton œuvre, une petite partie de tes 27 livres et 700 articles, je me suis aperçu que tu n'avais rien perdu de ton premier métier, celui de pédagogue. Tout m'est apparu lumineux, d'autant que j'ai commencé par tes livres pour enfants. J'ai adoré le Kididoc. Nathan, explore ton cerveau, que tu as signé avec Grégoire Borst. C'est un livre animé de tirettes et de dépliants dits pop-up, ludique en diable, qui permet une excursion dans les différentes parties du cerveau. À partir de 6 ans, dit l'éditeur, mais d'expérience avec mon petit-fils, ça marche à 4 ans, les sciences humaines disparaîtront. Si elles ne savent pas rendre leur discours, on peut peut-être passer la dernière image, si elle vient. Les sciences humaines disparaîtront si elles ne savent pas rendre leur discours palpitant et accessible au commun des mortels, y compris aux enfants. Je vous recommande donc de commencer la lecture des œuvres complètes d'Olivier Houdet par ce petit chef-d'œuvre, dont je rappelle le titre « Kididoc », en vous rappelant, Matthieu 18, 3, que si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, ni accessoirement dans le tunnel à IRM du lapsidé, coiffé d'un élégant bonnet de 256 électrodes, comparable à des bigoudis. Je ne suis pas le seul à avoir eu le sentiment d'être moins bête après t'avoir lu. Notre regretté confrère de l'Académie française, Jean d'Ormesson, qui t'appelait mon maître et mon ami, excusez du peu, t'écrivait, après avoir dévoré avec passion, je le cite, l'un de tes livres, « Vous avez le talent si rare d'unir le savoir à la magie de l'expression et de rendre lumineux ce qui est difficile. » D'autres disciplines relevant des sciences morales et politiques ne sont pas encore représentées au sein de notre compagnie, parmi lesquelles je citerai l'anthropologie et l'ethnologie, la démographie, l'urbanisme, qui est autant science qu'art et pratique, les sciences de l'information et de la communication, un peu représentées tout de même, etc. Nous sommes heureux de combler un vide et de compter désormais parmi nous un représentant de la psychologie, déjà honoré par des prix de notre Académie, de l'Académie française et de l'Académie des sciences, sans oublier les compagnies sœurs dont tu es membre, l'Académie des technologies, l'Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique et les universités étrangères où tu enseignes et dont tu es docteur honoris causa. Olivier Houdet est un nom oxymorique. En effet, Houdet est un patronyme germanique dérivé de Hild, qui signifie le combat. Et heureusement, il est adouci par le prénom Olivier, qui lui est symbole de paix. En accord avec le premier, tu porteras dans un moment une épée que notre chancelier va te remettre, mais en accord avec le second, des rameaux d'olivier, un arbre hautement symbolique de notre culture occidentale, orne l'habit vert que tu portes aujourd'hui pour la première fois. Sois le bienvenu parmi nous, cher Olivier, aide-nous à combattre pour la vérité, ce qui est la mission de notre Académie dans ce monde où les erreurs poussent si vite et provoquent tant de malheurs, en cette époque d'incertitude qui renoue chaque jour un peu plus avec le doute exprimé jadis par Ponce Pilate, qu'est-ce que la vérité? Mais apporte-nous aussi l'harmonie et la paix dont cette compagnie a besoin pour donner envie qu'on la rejoigne, pour qu'elle travaille avec ardeur, pour que ses membres y vivent dans la complicité et le débat fécond, une très heureuse immortalité qui est tout le mal que nous te souhaitons en t'accueillant. Encore une fois, bienvenue parmi nous. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel, pour ce remarquable discours dynamique, empli d'humour et notamment gastronomique. Je vous propose un moment de respiration musicale.
Alors, je vais maintenant appeler M. Olivier Houdet pour sa lecture de la notice sur la vie et les travaux de Lucien Israël. Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Madame la ministre, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Belgique en France, Monsieur le recteur de Paris, Madame la présidente de l'Université de Paris, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels et présidents actifs et honoraires, en particulier Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le président et Monsieur le vice-président de l'Académie des sciences morales et politiques. Mesdames et Messieurs les académiciennes et académiciens, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers collègues, amis et familles ici réunis. Faire revivre un académicien le temps d'une ultime notice sous la coupole du quai de Conti participe bien entendu de son immortalité et me rappelle ce titre d'un ouvrage posthume de Jean d'Ormesson, modèle d'académicien français par excellence, « Et moi, je vis toujours », publié le 11 janvier 2018 alors qu'il décédait le 5 décembre 2017. Clin d'œil d'un si beau bleu d'Ormesson. À la fin de ce grand roman de l'histoire, sorte d'autobiographie intellectuelle, « Et moi je vis toujours », d'Ormesson écrit « Rien n'a changé », s'agissant de l'histoire des hommes et des sociétés, voulait-il dire, et d'ajouter « Ce qui a changé en revanche du tout au tout, ce sont nos rapports avec la science. » Science comme dans sciences naturelles, l'Académie des sciences, mais aussi sciences humaines et sociales, SHS, que d'Ormesson avait bien connu à l'UNESCO, ou mieux encore, sciences morales et politiques, nom de l'Académie que vous m'offrez, chers consoeurs, chers confrères, de rejoindre depuis mon élection le 3 décembre 2018 au fauteuil numéro 4 de la section de philosophie, précédemment occupée par le grand cancérologue que fut Lucien Israël, né à Paris le 14 avril 1926 et décédé dans cette même ville à l'âge de 91 ans le 9 juin 2017. Ainsi, un psychologue succède à un médecin dans cette section de l'Académie qui déjà connu jadis, vous l'avez dit, Monsieur le secrétaire perpétuel, deux philosophes très psychologues, Théodule Ribot, élu en 1899, et Pierre Janet, élu en 1923. Je dis jadis, car on peut en effet se demander pourquoi aucun psychologue, depuis ces dates lointaines, quasiment un siècle, n'y fut élu, alors que la psychologie universitaire non seulement naissait, mais florissait en France et dans le monde. Les responsabilités sont assurément partagées. Les psychologues français, de n'avoir pas assez recherché ce qu'on appelle le chemin du quai de Conti, et les philosophes de ne pas avoir eu la gentillesse de le leur indiquer. Lucien Israël, toutefois, pneumologue, devenu éminent cancérologue, savant curieux et passionné qu'il était, s'intéressait de près aux opérations de l'esprit et du cerveau, comme en témoigne son livre « Cerveau droit, cerveau gauche, culture et civilisation » au pluriel, publié en 1995 et inspiré des découvertes sur le cerveau dissocié de Roger Sperry, neuropsychologue, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1981. Ce livre subtil, sans caricature, à laquelle ce sujet prête parfois, Lucien Israël me l'avait fait parvenir, dédicacé, à la Sorbonne, au début des années 2000. Ce fut notre seul lien réel et concret, notre trait d'union, quoique ténu et distant. Mais à la relecture du livre durant l'hiver 2020, je fus saisi, enchanté, émerveillé par la force de ce qui nous unit. Je l'avais bien pressenti lors de ma campagne sur ce fauteuil numéro 4, fin 2018, mais pas à ce point. Lucien Israël affirme dans son livre que deux voies se présentent désormais. La première est, dit-il, de toute évidence, la poursuite d'une démarche objective, d'une étude scientifique de ce que nous sommes, la matière qui se pense elle-même, poursuit-il, grâce au développement des sciences cognitives, non freinées par des a priori, des interdits, des partis pris idéologiques. Il ajoute « La seconde voie consistera à se préoccuper simultanément et depuis la prime enfance du fonctionnement tout à la fois intuitif et logique du cerveau. »
Il ne manquait là que le rôle clé de l'inhibition, système 3, en son cortex préfrontal dédié, instance d'arbitrage délicat du cerveau humain entre la logique et l'intuition, les deux systèmes du psychologue Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, pour que le programme de mon laboratoire du CNRS en Sorbonne, le LAPSIDE, ces 25 dernières années, eût été défini par Lucien Israël, à peu de choses près, dès 1995. Le professeur et ami, mon successeur, à la direction du laboratoire depuis 2019, Grégoire Borst, ne le démentira pas. Dans ce livre, Lucien Israël décrit aussi les technologies d'imagerie cérébrale, alors très nouvelles, de tomographie par émission de positons, TEP, et de résonance magnétique, IRM, espérant que la recherche aille vers une cartographie dynamique détaillée du cerveau humain, probablement appelée à bouleverser, écrivait-il, bien des théories de la mémoire, Henri Bergson fut membre de notre compagnie, de la pensée et de la conscience. En 2003, les secrets de l'Académie m'étaient inconnus, mais tout porte à croire que Lucien Israël fut un soutien, voire l'acteur principal de l'attribution cette année-là du prix Dagnan Bouvray que je reçus ici même, sous la coupole, avec mes collègues et amis médecins Bernard et Nathalie Mazoyer, pour le livre « Cerveau et psychologie, introduction à l'imagerie cérébrale, anatomique et fonctionnelle ». Dans cette même veine, les psychologues Michel Denis en 2017, Francis Eustache en 2019, Anne-Christophe en 2020, bientôt Grégoire en 2021, Borst reçurent ce prix destiné précisément à des études de psychologie pour des travaux sur la représentation de l'espace, la mémoire ou les mémoires et le langage dans le cerveau, distinguant ainsi à l'Académie des sciences morales et politiques les développements de la psychologie scientifique et des neurosciences que Lucien Israël appelait de ses voeux. C'est aussi dans ce livre sur le cerveau qu'en 1995, notre académicien déplorait les addictions aux drogues qui étaient en train de détruire la jeunesse du monde occidental. Lucien Israël, médecin, pensait évidemment à toute la jeunesse, mais en particulier, avec la terrible douleur que ses proches m'ont confiée, famille et collègues, à son jeune fils, Guillaume, disparu en 1987, auteur d'un unique roman très remarqué devenu culte, Les Chérubins électriques, et chanteur adulé, icône française de la scène rock des années 1980, connu sous le nom de Guillaume Serp. Son père, Lucien Israël, le littéraire, cette fois, lui consacra des poèmes déchirants dans le recueil qu'il publia en 1995 aux Amis du Club des Poètes, L'oiseau qui retournait dans son pays. On en trouve aussi des évocations dans un recueil paru en 2002, Figure de l'inquiétude. Face à l'adversité, à la mort, homme de résistance et de combat en plusieurs sens, j'y reviendrai, Lucien Israël se battait férocement pour la vie. D'abord la vie familiale, depuis son mariage en 1949 avec son épouse Germaine Bach, déportée résistante durant la dernière guerre, disparue en 2012. C'était un père, un grand-père formidable, chaleureux, captivant, comme me l'a décrit avec beaucoup d'émotion, et je le remercie, lors de son accueil inoubliable, sa fille Dominique, ici présente, pneumologue elle aussi, professeure de l'Université de Paris, notre université commune, Madame la Présidente, exerçant à l'hôpital européen Georges Pompidou. La seconde fille de Lucien Israël réside aux États-Unis et se prénomme Danielle. Dominique, en ce grand jour, je ne vous vois pas Dominique, Dominique, en ce grand jour, enfin arrivait, a rassemblé sous la coupole de nombreux membres de la famille Israël, beaucoup de ses petits-enfants, mais aussi sa nièce, Monique Cholet. Elle m'a également fait rencontrer et inviter ses très proches collègues et amis, le cancérologue Thierry Bouillet, qui dit toujours avec émotion et parfaite déférence « le patron », en parlant de Lucien Israël, Jean-François Maurer, son successeur, et Dominique Valère, chef du service de pneumologie juste voisin, au service de cancérologie de Lucien Israël à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Enfin, un autre ami et proche de la famille est présent ce jour, Yves Charpak, fils du prix Nobel de physique Georges Charpak, jadis membre de l'Académie des sciences et grand ami lui-même de la famille Israël. De voir, mesdames et messieurs, les deux familles, Israël, Oudé, si proches dans les premiers rangs,
l'ange Séraphin qui me protège à chaque instant, mais aussi ceux à qui je dois la vie et l'éducation, mes très chers parents, 177 ans à eux deux, 177 ans, dit-on en belge, que je suis heureux de vous offrir ce moment, une fois de plus tant attendu. Les mots sont si peu par rapport à l'émotion ressentie. C'est à présent la facette la plus connue du professeur Israël que je vais décrire. Le grand cancérologue de renommée mondiale pour ses recherches novatrices et ses expérimentations thérapeutiques, cliniques, contre le cancer. Je dis contre et non pas sur le cancer, comme la Ligue contre le cancer, hier encore présidée par le généticien et ami Axel Kahn, hélas disparu, car Lucien Israël était un combattant. À sa rubrique sport du Wouzou, on peut lire un mot unique, judo. En effet, il était ceinture noire de ce sport, à la fois physique, moral et spirituel, cérébral, on y reviendra, exercé avec son maître japonais. Au-delà du sport, ce sont le Tao et le bouddhisme zen venus des temps anciens de l'Extrême-Orient qui le fascinaient et l'enrichissaient. Très simplement, Lucien Israël retenait deux choses de cette philosophie orientale. Elle prodigue aux individus, le maximum de repos, d'acceptation de la vie et de ses inconvénients, 2, une bonne volonté pour donner à autrui, soit le calme mental, la pleine conscience, dit-on aujourd'hui, et la générosité, y compris combative. Ses collègues m'ont dit combien il s'inspirait de cet art martial moderne qu'est devenu le judo pour affronter la maladie, différente chez chaque patient, à chaque moment, exigeant du médecin cancérologue qu'il soit suspendu, à l'écoute, qu'il observe, que sa curiosité soit maximale pour déclencher et exécuter le geste parfait, autant que possible, c'est-à-dire la meilleure action ou stratégie thérapeutique pour gagner le combat face à la forme parmi tant de possibles que prend alors un cancer. De son cerveau, le médecin décide et ensuite de tout son poids, celui de son corps, le corps médical, l'équipe, il agit et combat. Ce combat est celui de sa vie professionnelle que Lucien Israël décrit merveilleusement dans un entretien accordé à Canal Académie le 6 juin 2010. Cet entretien de 45 minutes que je conseille à toutes et tous d'écouter lui a donné vie pour moi. Et j'en profite pour saluer ici à l'Institut, Monsieur le chancelier d'Arcos, le patrimoine incroyablement riche et vivant que nous offrent aux nouveaux académiciens comme au grand public les archives sonores de Canal Académie. Merci. Je pense à son fondateur, notre confrère Jean Cluzel, récemment disparu, et à notre secrétaire perpétuel Jean-Robert Pitt, qui y ont beaucoup œuvré. Dans cet entretien de Canal Académie, Lucien Israël évoque rapidement son adolescence, où il fréquenta le collège de Brive-la-Gaillarde. Ses parents parisiens, originaires de Thessalonique en Grèce et d'Espagne, si l'on remonte plus loin l'exode de la famille, étant alors réfugié en Corrèze. Sa première expérience forte fut les guerres 40-45, il avait de 14 à 18 ans. C'est de Brive qu'il s'est enrôlé via un ami de son club de football dans la Résistance. Ainsi, à la libération de Paris en 1944, Lucien Israël était sur les barricades de l'avenue des Gobelins. De cette époque, il se forgea une haute idée de l'identité nationale ou de l'appartenance à la culture nationale qu'il faut, selon lui, conférer à l'enfant, au cerveau de l'enfant, insistait-il même, de façon qu'il grandisse avec cela, quelles que soient ses origines. Dès les petites classes, j'ai pleuré avec Vercingétorix et Jeanne d'Arc, disait-il, et ses parents en étaient contents. Il faut exposer le cerveau des enfants au vrai, au bien et au beau, insistait-il encore, très tôt, après ce sera trop tard, avec des arguments proches de ceux qu'a développés notre confrère et grand ami, l'éminent biologiste Jean-Pierre Changeux, dans ses livres « Du vrai, du beau, du bien »,« Les neurones enchantés » ou encore « La beauté dans le cerveau ». Bien qu'il fût initié par son père à la poésie, notamment Mallarmé et Valéry, durant son enfance et adolescence, la passion adulte de Lucien Israël fut la médecine, d'abord sur injonction maternelle, ensuite par goût personnel. Son maître fut le professeur Étienne Bernard, fils de l'homme de lettres Tristan Bernard, spécialiste de pneumologie de tuberculose, grande et grave maladie de l'époque. En 1951, au dernier semestre de son internat des hôpitaux, Lucien Israël devint interne dans le service d'Étienne Bernard à l'hôpital Laennec, dont les services furent déplacés en 2000 à l'hôpital européen Georges Pompidou. Cher Dominique.
C'est dans ce service d'Étienne Bernard que Lucien Israël débuta sa pratique médicale auprès de patients atteints de tuberculose, mais aussi du cancer des poumons. Il n'existait pas de service de cancérologie ou d'oncologie à l'époque à la PHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, mais chaque cas de cancer était en fait associé à l'organe qui le touchait et au service correspondant, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, etc. Il y avait toutefois des instituts dédiés au cancer en dehors de la PHP, tels Villejuif, Gustave Roussy ou Curie, mais à la PHP, Lucien Israël fut le tout grand pionnier. Voici comment, 60 ans après, dans cet entretien de Canal Académie en 2010, il résume ce moment essentiel de sa carrière et de sa vie. « J'étais étonné par le fait qu'en tuberculose, on donnait 3 médicaments à la fois et on guérissait les malades. Par conséquent, j'ai pris, dit le jeune Lucien Israël, la décision, sans demander à mon maître, d'administrer 3 médicaments en même temps au cancer du poumon. Et j'ai commencé à avoir des réponses utiles. » Fin de citation. Il s'agissait des 3 médicaments utilisés dans le monde entier contre le cancer, endoxan, méthotrexate, fluorouracil, mais à cette époque, les biostatisticiens imposaient leur usage séparé, par tirage au sort, pour en tester les probabilités respectives de succès. Et cela tant à la PHP que dans les 2 prestigieux instituts cités tout à l'heure. Voilà ce à quoi le grand pionnier Lucien Israël, fort de caractère et de conviction clinique, s'est totalement opposé. Il a alors inventé, avant tout le monde, la polychimiothérapie anticancéreuse en France, ou association de plusieurs médicaments de chimiothérapie contre le cancer. Ce qui est devenu, vous le savez, aujourd'hui la règle, en complément bien entendu des possibilités de chirurgie et de radiothérapie. À l'époque, en parallèle, d'autres médecins précurseurs aux États-Unis commençaient aussi à tester la polychimiothérapie, ce que les uns et les autres, Français et Américains, comprirent lorsque la renommée mondiale de Lucien Israël le fit inviter outre-Atlantique. Une anecdote très française de cette époque, alors même qu'il savait l'efficacité des résultats de sa polychimiothérapie, le jeune Lucien Israël assiste à une conférence d'une cancérologue réputée à l'Institut du cancer de Villejuif. Il se lève et dit « Madame, pourquoi ne pas donner les 3 médicaments en même temps ?» Et elle de répondre devant l'assistance comble « Jeune homme, vous avez l'esprit complètement gauchi. » Dans cet esprit résolument combatif contre le cancer et la confrérie des biostatisticiens, comme il s'amusait à le dire, Lucien Israël fut le pionnier de bien des choses en France. Par exemple, il avait pressenti, c'est-à-dire prétesté sur des patients avant tout le monde, le rôle des immunostimulants contre le cancer du poumon, immunothérapie devenue aujourd'hui, il n'a hélas pas pu le savoir, un traitement de référence contre ce type de cancer. Le Figaro Santé titrait en 2018, un an après sa mort, « L'immunothérapie, une révolution pour la prise en charge du cancer du poumon ». Lucien Israël fut aussi pionnier dans la prescription des traitements de support, nutrition, antidouleur, activité physique et reprise du travail. Il exhortait par ailleurs en amont les médecins généralistes à faire de la prévention systématique dès l'adolescence concernant l'abus du tabac et de l'alcool comme facteur déclenchant des cancers. Il est aussi réputé, ce n'est pas rien, pour avoir initié à l'hôpital les réunions hebdomadaires de concertation pluridisciplinaire, connues aujourd'hui sous le sigle RCP, avec pneumologues, oncologues, chirurgiens thoraciques, anesthésistes, radiologues, anatomopathologiste, etc. Réunion suivie de l'information du patient à qui le médecin remet son programme personnalisé de soins, PPS. Je n'ai pas le temps ici d'en dire davantage sur ce dernier point, mais la règle d'or du professeur Israël était de dire toujours toute la vérité aux patients atteints d'un cancer qu'il appelait ses frères humains. Dire toute la vérité était pour lui une exigence de respect de la personne et une assurance de succès thérapeutique, autant qu'il fût possible. Il faut se rappeler qu'à l'époque, dans les années 60-70, la loi du silence était la règle autour du cancer, tant parmi les médecins que dans les familles. Enfin, autre exemple de son infini respect des patients, c'est à Lucien Israël qu'on attribue bien en amont des préconisations du médecin Bernard Kouchner
le réflexe de frapper à la porte du patient avant d'entrer dans sa chambre. A priori, tout le monde ici fut, lors d'un séjour à l'hôpital, sensible à cette marque de respect, de délicatesse de la part des médecins et du personnel. C'est un héritage direct de notre académicien, combatif, mais si délicat et humain. Il imposait le respect et il était lui-même très respectueux des autres. Son collègue d'Avicenne, le professeur Dominique Valère, qui doit être présent, me l'a raconté avec émotion, affection, car Lucien Israël était aussi, paraît-il, très charismatique, attirant l'affection de ses collègues comme de ses patients. Certains, d'ailleurs, allaient beaucoup mieux, m'a-t-on dit, dès qu'ils le voyaient. Il était paternaliste, rigoureux, vérifiant lui-même les pancartes au lit des malades et ponctuel. Bref, un grand patron. Il était aussi un vrai théoricien du cancer. Dans le fort de ses réflexions intérieures, appuyées de curiosité et de lecture, en l'occurrence le travail d'un bactériologiste, Lucien Israël a un jour compris ce qu'était réellement l'histoire du cancer dans l'évolution générale de la vie. Selon lui, c'est la mise en œuvre par la nature d'un système génétique qui permet à des cellules lésées de se révolter, de se multiplier plutôt que de mourir, d'où la transformation cancéreuse. C'est dès lors la réexpression d'un formidable programme de survie de nos cellules, hérité sans doute des bactéries, qui ont triomphé de 3 milliards d'années d'agression. On peut donc essayer, disait-il, d'éradiquer le cancer chez un patient particulier, certes, et heureusement, mais il est illusoire, selon Lucien Israël, de vouloir éradiquer le cancer en général, comme on l'a fait pour la plupart des maladies infectieuses, car il s'agit d'une maladie liée à l'âge et à l'usure de nos défenses. On peut tout au plus et au mieux prévenir le cancer, éviter les agressions du corps, tabac, alcool et autres agents cancérigènes ou dégradation de l'environnement, le freiner et le contrôler, chirurgie, polychimiothérapie et traitement de support. Cette découverte du processus même du cancer dans l'histoire de la vie fut publiée par Lucien Israël en 1996 dans un journal américain de biologie théorique d'Elsevier, article très remarqué outre-Atlantique. Je reçus des tas de lettres d'Américains, certains que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, mais qui étaient heureux de comprendre ce qu'était un cancer, raconte Lucien Israël. Toutes ces découvertes, ces inventions auprès des patients et avec eux, à l'affût constant de lectures scientifiques stimulantes en relation avec les groupes internationaux de pointe sur le cancer, Lucien Israël les fit dans des positions hospitalo-universitaires successives de plus en plus élevées, cela va sans dire, de l'ANEC à la Riboisière en 1971, de la Riboisière à Bobigny en 1976, où il devint chef d'un service enfin explicitement appelé de cancérologie à l'hôpital Avicenne. Avicenne, éponyme de cet immense philosophe et médecin médiéval persan, dont le grand humanisme précédait un peu au hasard des affectations géographiques en région parisienne, celui de notre académicien, alors futur académicien. On dit en effet de Lucien Israël qu'il perpétuait la tradition de nos grands médecins humanistes, à la Jean Bernard, Jean Hamburger et Jean Delay. Je salue la présence de sa fille aujourd'hui, membre de l'Académie française, Florence Delay. Tous trois, donc Bernard, Hamburger et Delay, membres de l'Académie française. En 1995, de façon un peu forcée selon lui, mais pas plus tard que pour un autre universitaire fut-il de talent, il dut à regret quitter définitivement son poste de l'hôpital Avicenne pour une retraite qui n'allait toutefois pas tarder d'être plus académique encore. En effet, l'année suivante, il fut élu au fauteuil numéro 4 de l'Académie des sciences morales et politiques, fauteuil qui fut le sien jusqu'en 2017, date de sa disparition. En 2007, Lucien Israël présida l'Académie. Les distinctions républicaines vinrent évidemment rencontrer, honorer, étinceler ce parcours d'exception, jusqu'au grade de commandeur de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Une anecdote vient ici révéler malgré tout sa modestie, son humilité. Plutôt que d'organiser une cérémonie en grande pompe, comme d'autres l'eurent fait, Lucien Israël préféra que sa cravate de commandeur lui fût remise en cercle très restreint, dans la plus stricte intimité, par notre confrère et président, le cardiologue André Vacheron, qui me l'a raconté, en la seule présence de l'épouse de ce dernier. Ajoutons à ces distinctions que Lucien Israël reçut le prix Daniel Bouvray de l'Académie des sciences morales et politiques en 1974
prix destiné, je le rappelle, à des études de psychologie. Nous avons donc partagé cette distinction à 29 ans d'écart. Vous l'aurez compris, bien des liens, je dirais des connexions neuronales à axones longs, très longs, profonds, nous unissent. En écrivant et prononçant ces mots, je pense aussi, comme notre perpétuel, à Cabanis, Jean-Georges Cabanis, médecin et physiologiste, membre fondateur de l'Académie des sciences morales et politiques, qui disait « Il y a 2 siècles et demi, vous m'avez précédé, cher Jean-Robert, la psychologie est aussi nécessaire aux moralistes qu'aux médecins, car le cerveau est un homme intérieur qui habite l'homme extérieur dans ses comportements et ses affections. » À l'Institut de France, cher Xavier Darcos, quelle compagnie mieux que l'Académie des sciences morales et politiques, cher Jean-Robert Pitt, peut créer ce dialogue, cette réflexion à l'interface des sciences humaines et des sciences naturelles et médicales, cher Pascal Cossard, Étienne Gis, bien dans l'esprit du nouveau Conseil international de la science, ISC pour son sigle en anglais, créé à Paris ici même en 2018, afin de porter sur des sujets d'aujourd'hui, la planète et l'évolution climatique, la révolution numérique, l'éducation au XXIe siècle, la sécurité sanitaire face par exemple au nouveau virus déferlant, une voix et une vision mondiale issue de toutes les unions scientifiques internationales. Je salue notre consoeur et amie géophysicienne Marie-Lise Chanin, qui y a beaucoup contribué. Lucien Israël aussi était très actif dans les sociétés savantes internationales de cancérologie du poumon et ne cantonnait pas ses découvertes au seul cercle des cancérologues, spécialistes échangeant leurs secrets, mais les voulait ouvertes au monde et à la société. C'est ce qui le fit connaître du grand public et des médecins généralistes souvent dépourvus face à la prévention, la suspicion et le suivi de leurs patients atteints d'un cancer. Je citerai parmi les livres de Lucien Israël à destination des médecins « Le cancer aujourd'hui » 1976, « La décision médicale » 1980, « Destin d'un cancer, nature, traitement, prévention » 1997, et à destination des patients son célèbre « Vivre avec un cancer » 1992. Ces livres et ses succès thérapeutiques auprès de très nombreux patients, de plus en plus nombreux à le consulter, même après avoir quitté l'hôpital lors de sa retraite, l'ont rendu à l'époque très médiatique, dans les années 1970, au point d'avoir lui aussi une référence en appelant une autre, soigner jusqu'au bout, selon son expression, la vie jusqu'au bout, l'immense chanteur franco-belge qui berça mon enfance, Jacques Brel, est décédé le 9 octobre 1978, à l'âge de 49 ans, dans le service du professeur Israël à Bobigny, près de Paris, lisait-on dès le lendemain dans tous les journaux du plat pays et du monde entier. La fin ou le début d'une inaccessible étoile, lui qui chantait « Quand on n'a que l'amour, alors sans avoir rien que la force d'aimer ou de soigner, cher Lucien Israël, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. » À ses collègues, j'ai demandé comment était physiquement Lucien Israël. J'ai bien vu des photos, mais ce n'est pas pareil. On m'a répondu, quand Lucien Israël arrivait dans une pièce, il en imposait. Non qu'il fût grand, de taille moyenne et normale pour un homme, mais tout fait de muscles hyper entraînés, déployant avec grâce et force, ceinture noire oblige, tant sa science que son âme. Bref, il impressionnait. J'ai essayé d'imaginer alors, pour tout vous dire, Lucien Israël arrivant de ce pas martial et perçu comme tel dans l'embrasure de la porte de notre petite salle des séances par mes confrères déjà confortablement installés dans leurs fauteuils d'académiciens et se demandant inquiets quel partenaire de judo parmi eux Lucien Israël choisirait, qu'il s'agisse d'un jeu physique ou intellectuel, toujours confraternel. Le tout face au portrait de Richelieu, cardinal réputé à poigne, à travers le regard duquel j'ai essayé aussi, l'imagination du cerveau n'ayant pas de limite, de percevoir et ressentir l'arrivée de ce Lucien Israël qui en imposait. Lorsqu'un nouvel académicien est élu, vous l'avez rappelé, l'usage veut qu'il garde le silence en séance ou pour le moins qu'il ne prenne pas la parole, Monsieur le Président. Durant une année, j'ai respecté cela avec plaisir. C'est un formidable exercice, d'abord d'inhibition, mais aussi d'observation des uns et des autres, et, vous le comprenez, d'imagination. C'est ainsi qu'en vagabondant d'idée en idée, j'ai imaginé, ou plutôt mes neurones rêveurs, des combats de judo entre Lucien Israël et ses confrères, ou entre l'académicien et le cardinal. J'ai ainsi rêvé et ressenti le goût qu'il devait avoir pour le débat, au sens d'un combat,
lorsque j'ai rendu visite à sa fille, Dominique, cette dernière m'a dit, juste avant mon départ, « Il aurait aimé débattre avec vous ». Ce conditionnel passé m'a heureusement rassuré, car je ne suis que ceinture jaune. Mes parents, ceinture bleue et marron, père et mère, avaient en effet souhaité que leurs enfants s'initient au judo. L'une de mes sœurs est allée jusqu'à la ceinture orange, rien de fameux, mais nous voulions faire plaisir déjà à nos parents. 2 choses pour conclure. La fièvre verte et enfin l'attitude à tenir ici. On se sent en effet gagné par la fièvre verte, selon l'expression consacrée, la couleur de ses beaux habits lorsqu'on candidate à l'Académie. Cette fièvre verte, mesdames et messieurs, est une sensation merveilleuse. Elle trouble et embellit la perception et la conscience du moment. C'est une expérience que je conseille à tout le monde, à condition d'en guérir vainqueur. Après la fièvre, la convalescence, la totale ou provisoire guérison et le plaisir d'être enfin ici. Que de symboles, de coïncidences à évoquer, coïncidences ou pseudo-coïncidences, car à chaque carrefour, comme le chantait Brel, nous forcions le destin, n'est-ce pas, Arlette Pinault? L'un de ces symboles du destin, cher à notre confrère Jean Tullard, j'allais dire l'aviez-vous vu, mais notre perpétuel l'a fait remarquer, oui, c'est bien devant la statue de Napoléon Ier, Bonaparte, ci-dessus derrière l'autel, qui se méfia toutefois des sciences morales jadis, qu'au fauteuil numéro 4 de Lucien Israël succède aujourd'hui l'enfant d'un village que l'on dit faussement triste et gris. Waterloo, Waterloo, morne pleine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois de coteaux de vallon, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté, c'est l'Europe et de l'autre, la France. Choc sanglant, des héros, Dieu trompait l'espérance. Tu désertais, victoire, et le sort était là. Ô Waterloo, je pleure et je m'arrête, hélas, car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassé 20 rois, passé les Alpes et le Rhin, et leur âme chantait dans les clairons des reins. Victor Hugo. Vous n'êtes pas rancunier, finalement, sire, et chers confrères et consoeurs, merci. Je n'ai pas dû prendre de telles précautions oratoires lorsque je fus reçu il y a peu membre désormais étranger de l'Académie royale des sciences et lettres et des beaux-arts de Belgique. Son secrétaire perpétuel, M. Denis Vivier, qui voulait absolument être des nôtres, est aujourd'hui même retenu à Bruxelles par une remise de prix avec Sa Majesté le roi des Belges. Quant au psychologue et ami Marc Richel qui me présenta à l'Académie royale, il nous a, hélas, quittés en janvier dernier. Ultime coïncidence, l'amitié franco-belge est incidemment illustrée par le nouveau logo de notre Académie, le fier coq gaulois, emblème aussi, vous ne le savez peut-être pas, de la communauté francophone de Belgique. On pouvait déjà le percevoir dessiné sur le casque de Minerve ou Athéna dans le logo antérieur, mais beaucoup plus discrètement. Son panache, désormais, tel celui de notre secrétaire perpétuel, ne peut échapper à personne. Quant à l'attitude que l'heureux élu doit adopter ici, dans un lieu si codé, avec de telles personnalités, c'est d'abord le silence, on l'a dit, plus d'1 an, mais ensuite ce n'est pas facile. Quelle attitude? À chacun sa devise. La mienne, inspirée de mon maître Jean Piaget, gravée sur l'épée, sera dévoilée par le chancelier d'Arcos dans quelques instants. Elle caractérise plutôt ce qui m'a conduit jusqu'ici. Je garde évidemment à l'esprit, gravé dans le cerveau à jamais, le modèle de Lucien Israël, que sa famille et ses amis en soient parfaitement convaincus. J'ajoute toutefois, pour l'avenir, cette préconisation bien utile d'un auteur pourtant très immoral, cher à Xavier d'Arcos, Oscar Wilde, « Soyez vous-même, disait-il, les autres sont déjà pris ».
Merci, cher Olivier, pour cette évocation très fidèle de la vie et des travaux de l'éminent pneumologue Lucien Israël, qui a marqué la médecine française du XXe siècle. Je vous propose un second intermède musical.
Merci très vivement à Madame Anne-Lise Gastaldi et à ses élèves du concours Rayonnement général de Paris pour ces remarquables intermèdes. Et j'appelle la plus haute autorité de l'Institut de France, M. Xavier Darcos, à venir remettre à Olivier Houdet son épée. Bien, alors nous voilà à la fin de cette cérémonie. Après Dr Gradus ad Parnassum, nous avons maintenant Dr Houdet au Parnasse. Et nous allons vous remettre, cher Olivier, votre épée. Alors c'est un rite comme les autres, mais c'est un très beau rite, parce que cette épée va manifester définitivement votre pleine appartenance à l'Institut de France. Alors, vous verrez quels combats vous attendent, que vous mènerez avec cette arme. Mais je suis pour l'instant simplement heureux, au nom de tous vos amis, et comme ami de longue date, de vous remettre ce signe de votre appartenance à l'Institut. Mesdames et messieurs, comme Olivier n'oublie jamais rien, il a pris le soin, dans le carnet que vous avez lu, de vous donner les moindres détails de cette épée. C'est un homme organisé. Mais je ne vais donc pas me livrer à mon tour à une description méthodique, à une ekphrasis, comme celle que Homère fait du bouclier d'Achille. Le dieu Héphaïstos, sur ce bouclier, avait simplement, dit-il, placé des ornements variés, une multitude d'images. Et je dirais que vous avez bien retenu la leçon, les ornements y sont variés et les images y sont multiples. Je vais tout de même en dire un mot. En quittant l'Iliade, rassurez-vous, c'était pour faire sérieux, parce que votre Héphaïstos, à vous, c'est le maréchal des logis-chefs Sylvain Pintus, fourbisseur de la garde républicaine, à qui vous empruntez votre épée. Alors, pour commencer, évidemment, sur la bouterolle est représentée la déesse Minerve, le symbole de l'Institut de France que par prémonition, mais les psychologues de l'enfance pourraient nous éclairer là-dessus, vous dessinez dans vos pastels d'enfants. Minerve, la divinité de l'intelligence, de la stratégie, de la sagesse. L'intelligence, oui, parce que c'est votre domaine d'étude. Et c'est même le titre de votre dernier « Que sais-je » qui vient de paraître. La stratégie, parce qu'il en faut un peu quand même si on est très intelligent, pour être élu membre de l'Institut. Vous avez parlé de la fièvre verte, elle ne suffit pas, il faut un peu de stratégie aussi. Et la sagesse, car je crois que tout le monde reconnaîtra que c'est une de vos qualités, cette sagesse amicale, bienveillante, que vous manifestez autour de vous et qui vous fait immédiatement aimer. Sur le clavier de votre épée, on reste dans la mythologie, avec, mesdames et messieurs, une représentation qui est tout un programme, Psyché, réanimé par le baiser d'amour d'Éros. Chacun a deviné le motif de ce choix, ou le choix de ce motif. Psyché est l'origine mythologique et étymologique de la psychologie, la discipline à laquelle vous consacrez avec succès votre vie professionnelle et qui vous a ouvert les portes de l'Académie des sciences morales et politiques, où cette discipline a depuis longtemps trouvé sa place. Vous avez rappelé tout à l'heure Bergson lui-même. Le quillon est sculpté en forme de cerveau, et non pas de cervelle, incomestible, cher Jean-Robert Pitt. Les lobes frontaux, plus brillants, correspondent aux régions du cerveau qui vous intéressent le plus et que l'imagerie cérébrale permet, me dites-vous, d'explorer désormais scientifiquement. Au centre de la croisée de la garde, vous avez fait représenter un enfant qui pense à son avenir. Rien de plus logique, puisque vous êtes le spécialiste de la psychologie du développement cognitif de l'enfant et que c'est votre lecture de Piaget qui a guidé votre carrière. Alors, à quoi songe-t-il cet enfant? Peut-être médite-t-il sur votre devise. Le réel est un cas
particulier du possible. Là encore une fois, devise empruntée à votre maître Jean Piaget et qui est gravée sur la branche de la garde de votre épée. Mais tout cela, c'est bien sérieux, ce sont des réflexions d'adultes. Plus probablement, cet enfant que vous restez s'amuse à retrouver sur l'extrémité de la garde de l'épée un babard couronné. Babard est ici le symbole des outils pédagogiques que vous affectionnez dans vos recherches. Rien n'a été laissé au hasard sur cette épée, et surtout pas la très belle fusée, c'est-à-dire la poignée, où sont sculptés ensemble des feuilles de chêne et de laurier. Chêne et laurier qui représentent l'élévation et l'évolution, celle de l'enfant, celle de l'adulte, la vôtre aussi, que nous célébrons ce soir. Vous voici donc en effet couvert de laurier et solide comme un chêne. Et pourtant, vous ne portez ni le bouclier de Babar, ni la couronne de Barbare, ni le bouclier d'Achille. Mais enfin, vous êtes armé comme un académicien, prêt à vous élancer dans la plus belle des batailles, celle des idées. Bataille des idées, ne vous faites pas trop d'illusions, vous aurez fort à faire. Parmi tout ce qui nous rapproche, il est une conviction que je veux rappeler au moment devant vous tous, mesdames et messieurs, de remettre à Olivier son épée d'académicien. Nous pensons tous, vous et moi, que l'entrée dans une académie n'est pas un bâton de maréchal. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement qui nous exige, car les tâches qui nous incombent dans ce palais ne manquent pas. Dans votre académie, bien sûr, vous interviendrez, vous parlerez, vous échangerez, vous colloquerez, mais aussi dans nos fondations, dans les missions diverses et de plus en plus nombreuses qui nous sont confiées en vue de l'intérêt général. Et la compagnie qui vous a élu, et d'ensemble l'Institut de France, vous reçoivent avec la ferme intention de vous utiliser le plus possible. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à veiller moi-même à ce que vous soyez bien équipés, bien armés, tel le chevalier partant pour la bataille, et donc à vous remettre votre épée au nom de tous vos confrères, de vos collègues, de vos amis, de vos proches, bref, tous ceux qui vous aiment et qui, partant, vous connaissent. Recevez, cher Olivier, cette épée magnifique avec nos félicitations et tous nos vœux de succès. Merci, Monsieur le Chancelier, et bravo à Olivier Houdet. Je vous demande d'attendre quelques minutes avant de quitter la coupole. La séance est levée, mais vous laissez le bureau et notre Olivier Houdet partir avant d'aller regagner les salons pour le cocktail annoncé.